Voilà, donc nous sommes en direct pour la deuxième visioconférence consacrée aux généralités de l'épilepsie. On a un petit problème technique parce que normalement, c'est Christophe Lucas, président de l'association, qui anime ce webinaire. Je n'ai pas d'autre moyen que de l'inviter sur scène. Voilà, c'est ça. Donc là, ça va fonctionner. Je vous demande de patienter, puis moi, je vous ferai un petit au revoir parce que je ne suis pas censée être là. Bonjour. Voilà. Un petit problème technique et de lien, ça ne marchait pas. Et Voilà. Bon, alors je vous souhaite une bonne visioconférence et Christophe, je te laisse présenter tout le monde. Voilà. Et Hélène, tu restes en modératrice, évidemment? Oui, oui, bien sûr, je m'en vais de là. Alors, bonjour à tous et toutes, excusez-moi du retard. Excusez-moi, professeur Sophie Dupont et Gilles. Alors, je vais laisser rapidement professeur Sophie Dupont se présenter, mais je vais essayer de la résumer en quelques mots. Donc, vous êtes professeur à la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous êtes aussi présidente de la Ligue française contre l'épilepsie. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci de m'avoir invité et je suis très heureuse d'être là pour dialoguer avec vous. Et effectivement, je suis neurologue à la Salpêtrière et donc je suis plutôt en fait en charge de patients adultes souffrant d'épilepsie ou patients adolescents, mais pas de pédiatrie. Oui. Et Gilles, je n'étais pas là juste avant. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bonjour à tous. Donc Gilles, je suis le délégué départemental sur l'épilepsie France, sur la Gironde. Très bien. Alors, au préalable, je voulais vous demander, donc Sophie Dupont, si vous pouviez nous présenter un peu ce qu'est l'épilepsie de manière synthétique, même si c'est très compliqué, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de types d'épilepsie. Alors, c'est avant tout une maladie neurologique et je crois que c'est toujours important de le redire. Donc, une maladie qui affecte le cerveau et en particulier les neurones. Et vous le disiez, Christophe, qui est très polymorphe et divers dans ses présentations cliniques, ses causes, ses réponses au traitement et ses pronostics. C'est ce qui en fait parfois aussi la difficulté, c'est que ce n'est pas une maladie du tout homogène et qu'il y a peut-être autant de formes finalement d'épilepsie qu'il y a de patients. Alors, les causes au niveau de l'épilepsie sont assez diverses. Est-ce que vous pouvez nous en citer les plus importantes, on va dire, ou les plus courantes? Oui, alors on a l'habitude en fait de distinguer les épilepsies qu'on appelle d'un ton un petit peu pompeux, idiopathique ou génétique, et globalement qui sont rarement des épilepsies génétiques comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire de transmission par enfant. Ça existe, mais c'est plutôt rare. Et souvent, en fait, ce sont des épilepsies qui sont liées au propre terrain génétique du patient et donc qu'il ne transmettra pas lui-même à sa descendance, mais son propre assemblage de gènes fait qu'il a une prédisposition à faire des crises. Et puis ensuite, et ça c'est plus facile à comprendre, on a des épilepsies qui sont liées donc à des lésions bénignes le plus souvent qui vont affecter donc le cerveau. Alors ça va de la malformation, c'est un des cas les plus fréquents, à la séquelle d'AVC, la séquelle de traumatisme crânien. Ça peut être aussi des abcès, des infections. Ça peut être dans des cas plus douloureux des tumeurs cérébrales qui peuvent donner aussi de l'épilepsie. Et puis, on peut aussi avoir de l'épilepsie qui s'inscrit dans le cadre d'autres maladies, notamment neurologiques, et où en fait l'épilepsie va être un des symptômes de la maladie. Par exemple, la sclérose en plaques, dans 10% des cas, il faut savoir qu'il y a des crises d'épilepsie. Et puis enfin, il faut quand même savoir aussi que dans 30% des cas, on ne retrouve pas de cause, ce qui est toujours très très déstabilisant pour les patients, quand on n'est pas capable de dire pourquoi, à un moment donné, il y a de l'épilepsie qui survient. Alors, souvent, la question qui nous revient, nous, au niveau de l'association, c'est est-ce que je serai épileptique toute ma vie? Est-ce que ça va disparaître avec le temps? Et comment je vais pouvoir, ça va pouvoir disparaître ou pas? Donc, vous en parlez une partie de la réponse. Oui, oui.
Ça peut. Il y a des épilepsies qui peuvent guérir, notamment donc, des épilepsies qui débutent dans l'enfance, qu'on appelle idiopathiques. Je vous donne des exemples de noms qui parlent peut-être. L'épilepsie absence de l'enfant, l'épilepsie à paroxysme rolandique. Pas souvent, c'est des épilepsies qui ont un bon pronostic et qui vont plutôt avoir tendance à disparaître avec l'âge et à guérir. Alors, pas toujours, mais dans la grande majorité des cas, oui. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des épilepsies qui peuvent démarrer à l'âge adulte et qui peuvent guérir. Et quand on a passé en fait un délai de 10 ans sans crise et sans traitement, on considère qu'on a atteint la guérison. Le dernier grand cas, peut-être qu'on peut quand même évoquer, c'est les épilepsies qui sont guéries par la chirurgie de l'épilepsie, des épilepsies focales, partielles, qui, dans un premier temps, ne répondent pas au traitement. On va faire un traitement chirurgical et puis on va guérir. Donc, oui, certaines épilepsies peuvent guérir. Alors, justement, souvent dans les questions qui suivent, c'est souvent est-ce qu'il y a des éléments déclenchants ou alors moi je parle souvent des accidents de la vie quand c'est lié à un choc, mais quels sont les éléments déclenchants que l'on connaît qui sont sources d'épilepsie? Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des tumeurs ou certaines tumeurs quand elles sont très précises au niveau du cerveau, elles peuvent déclencher d'épilepsie. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, je crois qu'il faut déjà distinguer ce qu'on appelle les éléments déclenchants des éléments causaux. C'est-à-dire, en fait, ce qui est la cause, et puis ensuite, ce qui va faire que l'épilepsie va, en fait, démarrer à un moment donné, alors que parfois la cause est là depuis des années. Et donc, les éléments déclenchants ne sont pas les éléments causaux. Si on prend par exemple, je ne sais pas moi, une malformation corticale, donc un endroit du cerveau qui est un petit peu mal formé. Et de ce fait, cette malformation va à un moment engendrer des crises. Ces crises ne vont pas forcément se produire à la naissance, alors que la malformation, elle s'est faite dans la grande majorité des cas in utero, dans le ventre de sa mère. Et puis, par exemple, l'épilepsie va apparaître à l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et pourtant, la cause, c'est la malformation. Donc, il va y avoir à un moment un élément un peu déclenchant qui peut être ce que vous appeliez peut-être aussi les accidents de vie. Ça peut être une grosse émotion, ça peut être un décès, un gros stress, un burn-out, etc. Mais ça ne sera pas la cause. Ça sera l'élément qui fait que l'épilepsie se produit à ce moment-là. Par contre, la cause, c'est vraiment, ça peut être donc ce que vous citiez, Christophe, la tumeur, la malformation, la séquelle de l'AVC, éventuellement une cause génétique, etc. Et donc, les deux sont parfois un petit peu difficiles, en fait, à désenchevêtrer, mais sont quand même distincts. En d'autres termes, pour résumer, on pourrait distinguer entre entre guillemets, le champ des possibles, c'est-à-dire la prédisposition, soit génétique, soit physique de la personne à faire des crises d'épilepsie, et les personnes qui l'ont accidentellement, par une tumeur ou un choc de la vie. Alors, par rapport à l'émotion, justement, je crois que Gilles, il y a quelques questions là-dessus, sur l'émotion, dans le chat là-dessus. Oui, effectivement, bonjour à tous et merci de toutes vos questions déjà. N'hésitez pas donc à les poser sur l'onglet questions ça va nous permettre de les suivre et de répondre à tous. Oui, effectivement, professeur et Christophe, on a plusieurs questions qui sont, notamment Colline qui nous dit bonjour, l'épilepsie peut être due à un choc émotionnel. Donc là, vous avez répondu, effectivement, ça fait partie, mais c'est pas la cause. Hein, c'est bien ça, c'est un facteur déclenchant, mais c'est pas la cause. Et par contre, autre question, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques familiaux qui peuvent du coup être la cause de l'épilepsie? Oui, il y a des épilepsies qu'on sait être vraiment là pour le coup en transmission parent-enfant. Quand on est en fait dans l'hérédité qu'on appelle mendélienne, on distingue en fait plusieurs types de transmissions, des transmissions autosomiques récessives, autosomique dominante ou liée à l'X, c'est-à-dire liée au chromosome sexuel, peu importe, mais ça veut dire qu'en fait, la plupart du temps, un des parents ou les deux parents sont porteurs de la mutation
et vont transmettre à leur enfant. Et parfois, il faut que les deux parents soient porteurs de la mutation et transmettent tous les deux leur mutation pour que ça s'exprime chez l'enfant alors que ça ne s'exprimait pas chez eux. Donc, il y a différents types d'hérédité qui ont été mises en évidence comme ça. Il y en a aussi qui peuvent être liés en fait ce qu'on appelle le patrimoine mitochondrial, c'est-à-dire le processus énergétique des cellules qui passe par les mamans. Ça, c'est plutôt des formes qu'on est un petit peu en train de démembrer, hein, parce qu'on ne les connaissait pas très bien, mais ce n'est pas les plus fréquentes, et loin de là. C'est-à-dire que les formes génétiques pures à transmission parent-enfant, c'est quand même pour l'instant encore un peu rare. Et ce que vous disiez, effectivement, c'est que le plus souvent, c'est plusieurs gènes. Et donc, c'est cet assemblage de plusieurs gènes qui va faire le lit de l'épilepsie, mais qui pour autant ne sera pas en fait transmis à la descendance. Très bien, merci beaucoup. Christophe, on continue par la présentation des crises. Voilà, je voulais savoir si Sophie Dupont pouvait nous faire une petite présentation des CNEP un petit peu, qui est une partie des épilepsies un peu particulières et un peu on a beaucoup de gens qui disent un peu tout et n'importe quoi sur ces épilepsies-là. Si vous pouviez faire un éclairage, ça serait parfait. Bien sûr. Alors, les CNEP, c'est donc les crises non épileptiques psychogènes. Donc, en fait, ce ne sont pas des crises d'épilepsie. Ça ne fait pas partie de l'épilepsie. C'est ce qu'on appelle, nous, un diagnostic différentiel. C'est-à-dire que quand on a un patient qui nous donne des symptômes, l'idée, déjà, c'est de savoir si c'est d'épilepsie ou pas pour pouvoir proposer, en fait, les traitements les plus appropriés. Ce qu'il faut bien comprendre, les CNEP, ce sont des symptômes qui ressemblent à des crises d'épilepsie, mais ce n'est pas de l'épilepsie. Mais pour autant, c'est une maladie. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, les patients qui souffrent de CNEP ne maîtrisent pas cela et ne font pas exprès de faire des CNEP. Donc, c'est une maladie qu'il faut prendre en charge et bien diagnostiquer et bien prendre complètement, globalement en compte. Mais ce n'est pas de l'épilepsie, ce n'est pas une forme d'épilepsie. C'est un autre diagnostic que celui de l'épilepsie, sachant que parfois, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut aussi avoir des patients qui souffrent d'épilepsie et qui, par ailleurs, ont des CNEP. Donc là, c'est encore plus compliqué de faire un peu la part des choses. Donc, globalement, il y a 3 situations, que des CNEP. Et donc, le traitement ne sera pas un traitement antiépileptique, ce sera vraiment une prise en charge vraiment adaptée à la problématique. Que de l'épilepsie, traitement antiépileptique. Et un mixte de CNEP et de crise d'épilepsie, il faudra à la fois un traitement antiépileptique et une prise en charge de CNEP qui est plutôt une prise en charge psychologique, thérapie cognitivo-comportementale, etc. Mais c'est parfois des diagnostics compliqués, hein, donc il y a parfois beaucoup de délais avant le diagnostic de CNEP. Très bien, merci beaucoup. On avait dans les sujets comme ça de départ, de cause et d'épilepsie particulière, on avait aussi d'aborder la photosensibilité. Alors, vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais de mémoire, ça fait à peu près 7 ou 8% des personnes épileptiques, enfin qui souffrent d'épilepsie aujourd'hui, à peu près, non, dans les analyses qui sont données. Oui, tout à fait. Ça dépend un petit peu des types d'épilepsie. Il y a des épilepsies, notamment les épilepsies généralisées idiopathiques, notamment l'épilepsie myoclonique juvénile, où c'est relativement fréquent et c'est plus haut que ça. Dans certaines formes d'épilepsie partielle, celles qui partent de l'arrière du cerveau, du lobe occipital, on a aussi assez fréquemment une photosensibilité, c'est-à-dire que globalement, ça peut être en fait les variations d'intensité lumineuse peuvent être un facteur déclenchant de crise, donc on retrouve les facteurs déclenchants. Et donc, c'est des patients, par exemple, qui peuvent faire des crises s'ils vont en boîte de nuit avec les thromboscopes, ou si, en fait, ils sont dans une voiture et qu'en en fait, ils roulent en fait, sur une route éclairée avec des arbres. Donc, tantôt, le rayon de soleil arrive sur l'arbre et n'éclaire pas, tantôt, il y a encore les arbres et il éclaire. Donc, c'est intermittent. Et c'est vraiment le caractère très intermittent de la stimulation lumineuse qui va déclencher via une photosensibilité les crises, sachant que cette photosensibilité va disparaître avec l'âge, étant en fait à disparaître en vieillissant. Et alors, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez sur la CNEP et la photosensibilité, là où les gens, beaucoup de gens nous posent des questions, c'est sur les diagnostics, le parcours.
et comment on établit, par quels moyens on établit de manière un peu formelle que la personne est épileptique. C'est vraiment, voilà, hein, c'est en fait. Alors, le diagnostic d'épilepsie, il est avant tout clinique. On écoute les patients et leur entourage. Ça repose vraiment sur les symptômes qui sont soit ressentis en pleine conscience par le patient, ça arrive, soit qui sont décrits par l'entourage. C'est vraiment un diagnostic avant tout clinique. Et c'est pour ça qu'en fait, la première consultation, souvent est très longue, parce qu'on écoute longuement, on interroge, on discute ensemble. Éventuellement, maintenant, il y a des téléphones portables. Donc ça, c'est pas mal. Souvent, on nous demande des vidéos de malaise, de crise. Et nous, ça peut vraiment nous aider, puisqu'on a l'habitude d'avoir vu beaucoup de crises. Et puis, une fois que le diagnostic clinique est présumé, on va l'affirmer en fait avec un examen qui est l'électroencéphalogramme. C'est le seul en fait qui puisse dire en fait s'il y a des anomalies en faveur de l'épilepsie et sous forme en fait donc d'anomalies entre les crises, on appelle donc des anomalies intercritiques sur l'EEG qui sont peu importe des pointes ondes, mais ces anomalies-là on ne les voit que chez les patients souffrant d'épilepsie. Et donc l'EEG va pouvoir conforter le diagnostic clinique et dire bah oui, c'est bien de l'épilepsie, et pourra aussi aider à classer l'épilepsie en montrant soit des anomalies diffuses sur l'EEG, donc ça sera en faveur d'une épilepsie plutôt généralisée, soit des anomalies très restreintes à une portion de l'EEG, et ça renverra plutôt sur... Ah, on vous a perdu, ça a coupé, professeur Dupont. On a une coupure. Vous voulez que je reprenne quand? À quel moment? Alors, on en était sur vous expliquiez sur les crises généralisées, justement, le passage sur les crises généralisées. D'accord. Donc, sur le fait que l'EEG peut aider en fait à classer les crises. Donc, effectivement, si l'EEG montre des anomalies diffuses, c'est plutôt en faveur de crises généralisées, alors que si l'EEG montre des anomalies qui sont très restreintes à une portion du tracé, en projection d'un lobe temporal, frontal, occipital, pariétal, c'est plutôt en faveur de crise focale. Donc, l'EEG nous permet de conforter notre diagnostic clinique et de classer l'épilepsie. Et est-ce qu'on peut constater des évolutions de ce tracé dans le temps, justement? Oui, tout à fait. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois des EEG au départ qui montrent énormément d'anomalies, et puis avec le traitement au fil du temps, l'EEG va se normaliser. Et ça, c'est plutôt un bon signe, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de crise et un EEG normalisé, on pourra peut-être à un moment envisager l'arrêt du traitement. Et puis, à l'inverse, dans notamment certaines épilepsies du tout petit qui sont très sévères, l'EEG parfois peut vraiment se dégrader avec beaucoup d'anomalies. Et souvent, ça va en corollaire avec une dégradation du tableau clinique. Bon, ça, c'est souvent les épilepsies, on va dire, dites rares et qui sont les dégénératives. Il en existe à peu près une quinzaine de mémoires spécifiques en dégénératives précises, mais qui commencent à l'enfance ou à l'adolescence, hein, pour schématiser. Oui, tout à fait. Mais rarement à l'âge adulte, c'est plutôt petite enfance ou adolescence. Oui, exactement. Il y a soit celles qui commencent d'emblée nourrisson ou vraiment petit enfant, et ça, c'est plutôt les encéphalopathies épileptiques. Et puis, on a tout un autre groupe de maladies qui sont plutôt des maladies de surcharge métabolique qui vont démarrer dans l'enfance et l'adolescence et qui vont aller malheureusement en s'aggravant à l'âge adulte. Alors, dans tout ce que vous avez dit sur le parcours, moi, je voulais faire une petite précision parce que souvent, nous les gens qui nous interpellent nous disent c'est très long d'avoir des rendez-vous, de pouvoir voir un épileptologue, etc., etc. Mais vous avez précisé dans votre explication que les premiers entretiens sont toujours longs
Donc, l'épileptologie, en fait, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va dire le neurologue a besoin de schématiser un peu le caractère du patient et de savoir les conséquences et les caractères des crises en fait qui sont vécues. Et vous avez précisé à un moment donné de faire des vidéos. Et moi, je le dis à ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à faire une vidéo pour vous et pour votre médecin des crises, quand vous avez des enfants ou même des adultes proches, pour que le médecin puisse voir la vidéo parce qu'elle est souvent plus parlante que ce que vous allez décrire, parce que vous allez décrire dans un moment de panique les choses de la crise, mais pas voir des choses qui sont déterminantes dans une crise et tout à fait typiques pour un spécialiste en épileptologie qui va se dire « Ah, mais ça, c'est typique de tel type d'épilepsie. » Et on sait comment le traiter et ça va permettre au médecin de s'orienter aussi dans le type de traitement qu'il va lui donner. Je pense que j'ai à peu près résumé un peu de manière, on va dire, schématique, mais c'est à peu près l'idée sur laquelle il faut vraiment retenir. On est vraiment dans un lien entre le patient et le neurologue et ça, on n'a pas assez de neurologues en France, c'est malheureux, mais on doit faire comme ça avec. Oui, vous avez totalement raison et on est aussi désolé de nos délais de consultation. On en est vraiment et on a beau augmenter le nombre de patients qu'on peut voir par consultation, à un moment, ça ne tient plus. Et on est conscient qu'il faudrait certainement plus de neurologues, plus d'épileptologues, des filières d'accès plus courtes. On en est totalement conscient. Mais c'est vrai aussi, ce que vous dites, c'est que le fait d'apporter le maximum en fait, d'arguments sur une première consultation nous aide aussi et fait que la prise en charge peut quasiment débuter tout de suite sans trop de questionnement. Oui, et dans l'amélioration des diagnostics, on a aussi la problématique par rapport à d'autres maladies, c'est que vous précisiez que c'était l'EEG, mais en fait, au niveau de l'EEG, il faut rappeler que c'est un examen long au niveau médical. Ça dure entre 30 minutes et 1 heure pour les EEG classiques, mais les EEG vidéo avec surveillance vidéo, ça peut être sur plusieurs jours. Vous pourriez un peu préciser ça pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a différents types d'EEG. Donc, comme vous disiez, en fait, Christophe, il y a l'EEG standard, c'est 20 à 30 minutes. Donc, il y a un temps, alors c'est 20 à 30 minutes d'enregistrement, pas d'examen, parce qu'avant, il y a quand même un collage des électrodes, ou alors c'est au bonnet, ça dépend, mais voilà. Il y a un temps de préparation. Ensuite, on enregistre pendant environ 30 minutes en faisant généralement une manœuvre dite d'hyperpnée, c'est-à-dire d'expiration forcée, et puis une SLI, une stimulation lumineuse intermittente pour rechercher la photosensibilité dont on a parlé. Donc ça, c'est l'EEG de base. Et puis, cet EEG de base, il peut être normal, parce qu'on va enregistrer pendant 30 minutes et que pendant ces 30 minutes, il n'y aura peut-être pas eu d'activité épileptique. Donc, on peut chercher à le sensibiliser. Et le sommeil est une bonne façon de sensibiliser un EEG, c'est-à-dire en fait d'enregistrer un EEG pendant que le patient dort. Donc, pour faire des EEG dits de sommeil, on a 2 méthodes. On a ce qu'on appelle la privation de sommeil, qui est en fait un EEG de sommeil. On demande au patient de moins dormir la nuit qui précède, de façon à se présenter le matin un peu fatigué au laboratoire de EEG. On met dans des conditions d'obscurité sur un lit, et puis on espère que le patient va s'assoupir, et le sommeil peut favoriser la survenue des anomalies épileptiques, ou alors on convoque à 14 heures en ce qu'on appelle le postprandial, après le déjeuner. On est toujours un peu assoupi, un petit peu, et donc là aussi, on espère en fait un endormissement. Troisième type, c'est d'enregistrer 24 heures. C'est ce qu'on appelle l'EEG Holter. Et ça peut se faire en ambulatoire, il n'y a pas besoin d'être hospitalisé. On vient en labo, on colle les électrodes, on repart avec un petit boîtier portatif. Et pendant 24 heures, on essaye d'avoir une vie la plus normale possible. Et donc, on a un tracé à la fois de journée et de sommeil. Et puis, effectivement, dernière possibilité, mais là, il faut vraiment des unités spécialisées, c'est l'EEG vidéo. Donc là, on est hospitalisé et on est enregistré en EEG 24 heures sur 24 et filmé par 2 caméras de jour, infrarouge de nuit, 24 heures sur 24. Et là, le but, plus que finalement d'enregistrer des anomalies entre les crises, plutôt d'enregistrer des crises. Et ça, on le fait soit parce qu'on se pose encore une question
sur le diagnostic, est-ce que c'est des crises, des CNEP, d'autres malaises, ou parce qu'on rentre dans une procédure pré-chirurgicale et qu'on a besoin d'enregistrer des crises. D'accord. Gilles, est-ce qu'on avait des petits commentaires par rapport au diagnostic, le parcours? Je sais qu'on a beaucoup d'angoisse et par rapport à ça pour pas mal de gens qui nous interpellent. Oui, effectivement, au niveau des parcours, on fait souvent référence alors au premier diagnostic, mais est-ce que il faut parfois faire un deuxième diagnostic avec un autre docteur qui a un point de vue différent, parce que tous les neurologues ne sont pas épileptologues. En France, voilà, on n'en a pas beaucoup qui sont spécialisés. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis la deuxième question, on nous dit qu'il faut souvent plusieurs rendez-vous avec différents neurologues pour pouvoir être pris au sérieux. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est encore la méconnaissance ou justement pas ce facteur qui ne sont pas épileptologues et du coup qui rend le diagnostic un peu plus prudent de leur part? Alors, c'est possible. Concernant en fait le besoin finalement, quand on a eu un premier diagnostic qui a été donné d'épilepsie, d'aller le conforter auprès d'un deuxième neurologue, voire d'un épileptologue, je dirais dans ce cas-là, pas forcément. Si un diagnostic d'épilepsie a été donné clairement par un neurologue, il faut savoir que dans la grande majorité des cas, l'épilepsie va être bien équilibrée par le traitement qui est mis en route, etc. Et que le neurologue est quand même s'il n'est pas épileptologue, à même de donner tous les conseils de vie, permis de conduire, etc. Et donc, je dirais qu'en fait, un avis de recours auprès d'un épileptologue ne sera pas forcément utile. Ce qu'il faut, c'est un moment voir un neurologue ou un neuropédiatre pour les enfants, au moins pour le premier diagnostic. Après, les avis de recours, ils vont être en fait, à mon avis, dans plusieurs situations. Soit parce que l'épilepsie n'est pas équilibrée et que globalement, et souvent les neurologues réfèrent aux épileptologues quand l'épilepsie n'est pas équilibrée pour voir s'il y aurait d'autres possibilités, ou parce qu'il persiste encore un doute sur le diagnostic même d'épilepsie, ou pour mieux typer ce qu'on appelle le syndrome, c'est-à-dire le type d'épilepsie, puisqu'en fait, il y a plein de types d'épilepsie différents et que les traitements parfois vont différer suivant en fait la façon dont on aura en fait classé l'épilepsie en quelque sorte. Donc là, éventuellement, des avis avec des épileptologues qui ont plus l'habitude de ça peuvent être requis. Mais je dirais que, comme ça, à peu près dans 2/3 des cas, il n'y a pas forcément besoin de basculer sur un épileptologue. Un neurologue est quand même tout à fait compétent et connaît d'autant mieux que c'est quand même une maladie très très fréquente. C'est la deuxième maladie neurologique en France, après l'Alzheimer. C'est quand même 600 000 patients. Donc souvent les neurologues, ils connaissent. Mais voilà, dans certains cas, il faut passer la main, effectivement. Mais la difficulté, en fait, c'est, pour résumer un peu ce que vous avez dit et pour l'appuyer un petit peu, ce qui est difficile aujourd'hui pour un neurologue en général, c'est que les personnes ne répondent pas de la même manière pour une épilepsie typique, on va dire identique au tracé ou au diagnostic. Chacun ne répond pas de la même manière au traitement, donc on a la problématique aussi que le neurologue est obligé de voir un petit peu l'impact de tel traitement, telle molécule. Et peut-être que telle molécule qui est utilisée dans tel type de médicament va mieux fonctionner pour X, Y ou Z, et pour d'autres, pas du tout, et on ne sait pas pourquoi. Et ça fait partie justement de l'avancée de la médecine aujourd'hui, de se dire, et des chercheurs, en fait, c'est de trouver des solutions, parce qu'on n'a souvent pas la réponse. Et de dire, j'ai Paul qui répond super bien, il fait des absences, il répond bien à tel médicament. Et Jean-Luc qui est à côté, avec le même médicament, le même type d'absence, il ne répond pas du tout et on ne sait pas pourquoi. Et on aura beau chercher, ça reste un problème au niveau des neurones qui est encore très compliqué, mais la médecine avance. Tout à fait, oui. Oui. Et d'ailleurs, je rebondis, on a une question d'Alexandra qui nous dit que son neurologue souhaite arrêter le traitement de son fils. Du coup, ça veut dire, j'interprète comme quoi la neurologue pense que il est stabilisé et que du coup, il peut diminuer, c'est ça le traitement? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans certains cas, quand il n'y a plus de crise depuis un certain délai, et ça dépend un petit peu, en adulte et en enfant, on n'est pas tout à fait sur les mêmes délais. Et si le EEG est normal, on peut effectivement aller à l'arrêt du traitement en
encore plus chez les enfants, parce que c'est vrai que des fois, le traitement peut un petit peu fatiguer, peut un petit peu ralentir. Et donc, quand l'épilepsie est bien stabilisée, on a parfois envie d'aller à l'arrêt du traitement antiépileptique. Ce n'est pas les mêmes problématiques chez l'adulte, parce que chez l'adulte, il y a d'autres problématiques, le permis, etc., sur un arrêt de traitement. Mais moi, il m'arrive quand même pas fréquemment, mais il n'est pas rare que j'arrête des traitements antiépileptiques, même chez les patients adultes. Et pour rebondir sur la suite, en fait, je pense que vous pouvez faire un petit topo sur les traitements, mais juste avant, j'avais oublié un point important. Épilepsie France a participé, comme la Ligue, à la rédaction des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui sont parues, c'était à l'automne. Patrick, qui fait partie du conseil d'administration de chez nous, était rédacteur. Moi, j'étais relecteur. Vous, au sein de la Ligue, vous étiez nombreux professeurs aussi, médecins à rédiger. C'était l'un de nos appels à cette recommandation. Et je crois pouvoir dire, même si je devance un petit peu votre phrase, que la Ligue, comme Épilepsie France, sollicite que l'État aille jusqu'au bout de cette recommandation, c'est qu'elle donne les moyens à la médecine de travailler pour pouvoir justement avancer au niveau des patients et pouvoir avoir des rendez-vous plus vite, des suivis plus fréquents, etc. Je voulais faire une parenthèse avant que vous parliez des traitements exactement. Non, je vous rejoins totalement. Je pense que ces recommandations sont vraiment une bonne nouvelle pour nous tous, parce que ça veut dire que l'épilepsie est vraiment reconnue comme une problématique de santé publique. Et donc, ça faisait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu de recommandations HAS. Il y avait les premières crises, et puis il y a 20 ans, les épilepsies pharmacorésistantes. Donc là, c'est vraiment global sur toute la prise en charge des épilepsies de l'enfant et de l'adulte. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de place qui est donnée aux comorbidités, au parcours de soins, etc. Donc maintenant, il faut effectivement relayer ça. Et en fait, il ne suffit pas de proposer des parcours de soins, il faut qu'ils soient effectifs, ces parcours de soins, et qu'ils fonctionnent. Voilà, c'est donner les moyens en plus du discours. Il faut aller jusqu'au bout. Exactement. Et au niveau donc, pour la médication et les solutions, on entend parler souvent de pharmacorésistance. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu dans quel cadre on va parler de pharmacorésistance et parce que j'ai encore eu une maman hier où on a parlé de choses comme ça au téléphone. Je pense qu'elle est dans les participants aujourd'hui. Donc, c'est important de pouvoir préciser un peu ce que c'est que la pharmacorésistance et le définir pour l'ensemble de nos visionnaires. Bien sûr. Alors, il y a une définition qui est claire, hein, qui est valable pour les enfants comme pour les adultes. En fait, la pharmacorésistance, c'est l'échec à 2 médicaments antiépileptiques différents bien conduits pour raison d'efficacité. C'est-à-dire qu'on essaye une molécule A, elle ne marche pas, on essaye une molécule B, elle ne marche pas, on entre dans la définition de la pharmacorésistance. Si par contre, on essaye une molécule A et que, en fait, juste, elle n'est pas tolérée, ça ne va pas compter. A ne comptera pas dans le décompte des 2 médicaments nécessaires pour qualifier l'épilepsie de pharmacorésistante. Et il faut par ailleurs que ces traitements A et B, ils aient été, quand on dit bien conduits, ça veut dire aux bonnes doses et dans le bon type d'épilepsie, parce que globalement, il y a certains médicaments antiépileptiques qui peuvent être aggravants de certains types de crises d'épilepsie. Donc là, c'est charge au neurologue, à l'épileptologue d'avoir mis en route le bon traitement pour le bon type d'épilepsie. Mais donc, vous voyez, on va vite à la pharmacorésistance, hein, dès l'échec à 2 médicaments, on parle de pharmacorésistance. D'accord. Gilles, au niveau des questions, dans le volume, j'ai vu à un moment donné un point qu'on a oublié de noter et je voulais y revenir. Est-ce que systématiquement, l'épilepsie génère des dégâts au niveau cérébral? C'était dans les premières questions au tout début et on n'a pas abordé ce point-là. Alors, heureusement, non. La plupart du temps, les crises ne vont pas déclencher. Alors, j'imagine que quand on parle de dégâts, on parle de mort neuronale, hein, de lésions vraiment fixées, définitives au niveau du cerveau et irréversibles.
Donc non, c'est pas le cas, quels que soient les types de crises. Il y a juste une circonstance où il peut y avoir des lésions neuronales, mais je vous rassure tout de suite, c'est quand même là pour le coup très rare. C'est ce qu'on appelle l'état de mal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la crise d'épilepsie qui dure très longtemps, qui ne s'arrête pas, et en particulier, donc, c'est l'état de mal convulsif généralisé. Hein. Mais hors de cette circonstance, qui est quand même très très rare, il n'y a pas de mort neuronale entraînée par les crises d'épilepsie. Et pour préciser au niveau de l'état de mal, on définit l'état de mal, vous me corrigerez, hein, professeur, mais globalement, c'est quand on a un temps long de crise où la personne n'arrive pas à sortir malgré une médication de base, et puis au recours à la médication par intraveineuse à deux reprises, je crois, de mémoire, et que la personne n'arrive pas à ressortir de ces crises, ou alors qu'elle a fait des crises, on va dire, successives dans un temps très court, d'une journée ou de quelques heures. Alors, oui, c'est soit une crise qui ne s'arrête pas et la durée à partir de laquelle on va parler d'état de mal va dépendre du type de crise. Par exemple, si c'est une crise généralisée tonico-clonique, une crise convulsive généralisée, au bout de 5 minutes de convulsion, on va parler d'état de mal. Ça a coupé. Professeur Dupont, ça a coupé. Alors du coup, j'en profite, hein, Christophe, pendant que le professeur se reconnecte. On avait aussi, donc, par rapport au traitement, hein, qu'on commence à aborder, beaucoup de questions, forcément, bien sûr, sur le cannabidiol, et puis également sur l'accompagnement thérapeutique hors médicaments, donc par exemple le côté psychologue qui peut accompagner du coup le diagnostic. Donc, oui, professeur, on vous entend à nouveau. Excusez-moi. Vous en étiez à 5 minutes et l'état de mal 5 minutes. Oui, voilà. Donc, c'était par exemple pour l'état de mal tonico-clonique généralisé, c'est 5 minutes, mais par exemple, pour ce qu'on appelle des crises focales avec rupture de conscience, c'est 10 minutes. Donc, en fait, la durée dépend en fait du type de crise. Ouais. Oui, Gilles, tu disais, excusez-moi. Oui, professeur, excusez-moi. Et donc, on a maintenant quelques questions dans le fil de la discussion sur les traitements, hein, forcément. À côté des traitements médicamenteux, on commence bien sûr à beaucoup parler de cannabidiol. Donc, on voulait avoir votre avis là-dessus, puisque je crois que les essais thérapeutiques ont été approuvés. Et puis, savoir si également l'accompagnement psychologique à côté de la prise médicamenteuse n'était pas systématiquement forcément mise en avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà concernant le cannabidiol, oui, donc il y a un médicament qui s'appelle l'Epidiolex cannabidiol, qui a obtenu son autorisation de mise sur le marché européenne, mais qui avait déjà en fait l'autorisation américaine dans 2 cadres très très précis d'épilepsie, qui sont des encéphalopathies épileptiques de l'enfant, le syndrome de Dravet et le syndrome. Ça a coupé encore à nouveau, professeur. On était à syndrome de Dravet. Donc, je vais essayer de, pendant ce temps-là, de réexpliquer. Ah, vous avez repris le son. Vous disiez que donc, dans les cas de syndrome de Dravet, et puis ça a coupé. Alors, pour l'instant, la communication est difficile. Parce que de ce que j'en sais, on a le Dravet et on a Lennox-Gastaut. On a une maman sur la région parisienne où son fils est suivi justement à la Pitié-Salpêtrière par l'équipe et qui prend du cannabidiol avec réussite puisqu'il y a une forte diminution de ces crises. Mais on n'a pas récupéré professeur Dupont.
On va faire le point sur les petites questions qu'il y a là. Oui, effectivement, Christophe, il y a quelques questions sur lesquelles tu pourras bien sûr nous apporter ton éclairage. Par exemple, la jeune Maëlie qui nous dit est-ce que l'épilepsie empêche de faire certains métiers et bien sûr, l'autre question, excuse-moi, comme ça tu auras les deux réponses, est-ce que ça pose des problèmes aussi avec le permis de conduire? C'est une question traditionnelle. Alors, le permis de conduire, c'est un sujet qu'on a traité justement dans un webinaire spécifique. Donc, on le refera. Il y a des conditions particulières pour le permis de conduire à partir du moment où on a fait des crises avec un processus à respecter en préfecture. Il y a toute une documentation sur notre site que la personne n'hésite pas à aller le voir dessus ou alors à se référer au webinaire qu'on a fait spécifique sur le permis de conduire il n'y a pas très longtemps avec le professeur Guéguin et Patrick Baudru qui l'animait. Pour les métiers, il y a quelques métiers comme pilote de chasse, pilote d'avion, pilote d'hélicoptère, des choses comme ça où forcément, naturellement, pas le choix, on ne peut pas le faire. Ou alors quand on on utilise des armes à feu ou des choses comme ça. Donc il y a des métiers où malheureusement sont proscrits en cas d'épilepsie, mais pas définitivement. Je dirais que c'est comme l'activité sportive en général, il faut toujours se focaliser sur une idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sûr d'être en sécurité et de mettre en sécurité les gens qui sont avec vous, il y a des métiers possibles et il y a des activités possibles. Je pense la natation, par exemple, c'est possible, mais vous ne pouvez pas être maître nageur parce que forcément, c'est compliqué. Par contre, aller faire de la natation en activité, vous pouvez le faire, mais en sécurité. Donc, ça va être avec un gilet spécifique ou alors en 1+1, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Donc, voilà, pour schématiser à peu près. C'est cette question-là qu'il faut se poser. Oui, Gilles. Ah, tu n'as pas le son. Oui, merci Christophe, effectivement. D'autres questions? Est-ce que… alors oui, justement, on en parlait. Bonjour, où pourrons-nous retrouver l'ensemble des webinaires? Alors, tous les webinaires qu'on diffuse aujourd'hui seront, dans les jours qui viennent, proposés et diffusés sur notre chaîne YouTube et ils seront disponibles jusqu'au 26 mars en libre accès. Parfait. Voilà. Et puis, alors oui, on avait Colline qui nous demandait tout à l'heure, est-ce qu'on peut sentir venir une crise? Donc, je lui ai répondu en direct, mais oui, Colline, effectivement, on peut sentir arriver les crises. Ça vous permet justement de vous mettre en sécurité quand vous voyez que ça arrive. C'est quelque part une chance. Tout le monde ne les sent pas arriver, hein, mais si vous les sentez et que vous en apercevez, vous pouvez prévenir votre entourage ou vous-même, vous mettez en sécurité pour éviter les conséquences d'une chute ou de la crise. On a retrouvé professeur Dupont. Voilà. Je suis désolée, je vous entendais parfaitement bien. Mais nous, on ne vous avait plus du tout. Alors, vous en étiez à 5 minutes de crise, syndrome de Dravet. Pardon, à 5 minutes de crise, vous étiez à mon cannabidiol. Ouais. J'en ai profité pour ajouter que certains cas d'Enox, Gasto, et je vous laisse continuer là-dessus. Oui, donc on parlait en fait du cannabidiol et donc le fait qu'on l'a pour l'instant en autorisation temporaire d'utilisation pour le médicament, l'Epidiolex, donc dans ces 2 indications exclusivement, et que le laboratoire est en train de discuter le prix là avec les autorités, et donc on attend en fait que le prix soit fixé pour qu'il sorte en officine. Et que par ailleurs, l'ANSM lance en fait une expérimentation cannabis thérapeutique dans différentes pathologies, dont l'épilepsie. On a été retenu, où on va également bénéficier en fait de cannabidiol qui ne sera pas l'Epidiolex, qui ne sera pas le médicament qui a eu son autorisation de mise sur le marché, et qui va donc être réservé à d'autres types d'épilepsie que le Dravet et l'Enox-Gasto. Alors on n'a pas, c'est une expérimentation. Donc, il va y avoir que 500 patients en France qui seront éligibles à cette expérimentation ANSM. Et puis, pour répondre, M. Guibert, à votre question aussi sur la prise en charge psychologique, je vous rejoins totalement. C'est une prise en charge globale qu'il faut. Ce n'est pas juste donner des médicaments ou proposer de la chirurgie. C'est vraiment aussi aller dans le bien-être, essayer d'améliorer la qualité de vie par une prise en charge psychologique, par d'autres choses, pourquoi pas, de la relaxation, du yoga, du sport, enfin,
tout ce qui peut concourir à une bonne qualité de vie ne peut qu'améliorer en fait l'épilepsie et en tout cas le vécu de l'épilepsie. Est-ce qu'il y a des équipes pluridisciplinaires déjà qui existent ou est-ce que c'est entre guillemets aux patients d'aller chercher justement ce complément? Alors souvent, c'est un petit peu aux patients d'aller chercher ce complément en préconisant en fait des choses. Toujours en fait en disant que c'est toujours en sus du traitement. Hein, ça ne vient pas le remplacer. Ça, c'est vraiment important. Et malheureusement, oui, c'est plutôt aux patients de se débrouiller pour trouver le psychologue à côté de chez lui ou la sophrologue qui va lui donner les cours. Voilà. Il n'y a pas en fait beaucoup de choses clés en main. Alors ce que je peux compléter, ce qu'on peut compléter là-dessus, c'est que souvent au niveau local, nos correspondants locaux connaissent des professionnels qui maîtrisent tout ce qui est paramédical autour de l'épilepsie. Et puis, donc ça, il ne faut pas hésiter à en prendre contact. Et puis, il y a moi, j'en parle souvent, mais les équipes relais handicap rare, qui sont vraiment très dynamiques en région. Et pas hésiter, quand vous avez des questions, des doutes, souvent, eux, ont des solutions adaptées et en plus, ils ont des contacts particuliers avec les MDPH. Donc, des fois, ça permet d'avoir des dossiers qui vont plus vite. Donc, ça, c'était… Donc, sur les médecins et la pharmacorésistance, on a vu. Les autres alternatives à l'épilepsie, c'est la VNS ou c'est la chirurgie, qui sont un autre domaine. Et je pense que c'est des points qui seront discutés un petit peu dans le table ronde suivante, mais je pense que vous pouvez juste en faire part de manière un petit peu plus raccourcie. Bien sûr. En 2 mots, le gros de la chirurgie d'épilepsie s'adresse à des patients qui souffrent d'une épilepsie focale, c'est-à-dire partant vraiment d'un endroit bien précis du cerveau, pharmacorésistante telle qu'on l'a définie, et qui soit dans une zone qu'on peut enlever chirurgicalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller enlever la région de la motricité ou du langage. Sinon, les séquelles seraient pires que l'épilepsie elle-même. Et la VNS, donc la stimulation du nerf vague, c'est plutôt en fait pour les épilepsies pharmacorésistantes, qu'elles soient généralisées ou focales, qui soit sont en échec de chirurgie, soit donc sont pas accessibles à la chirurgie, par exemple les épilepsies généralisées dans l'immense majorité des cas. Et donc la VNS est intéressante, mais ne permet pas la guérison. Ça reste du palliatif, mais ça peut diminuer la fréquence des crises et permettre donc d'alléger éventuellement aussi le traitement antiépileptique. Oui, on a quelques questions, professeur, également sur toujours en complément. On nous demande ce que vous pensez des compléments alimentaires style valériane ou des régimes cétogènes qui pourraient du coup éventuellement diminuer ou apaiser les crises. Alors, concernant les compléments alimentaires, il n'y a rien qui indique qu'ils aient une efficacité. Je pense qu'il faut une alimentation équilibrée, globalement, et que du coup, il n'y a pas forcément de raison d'aller se tourner vers des compléments alimentaires. Le régime cétogène, c'est un traitement à part entière d'épilepsie très sévère, il faut quand même le dire, qui sont plutôt généralement justement les épilepsies de l'enfant. Donc c'est un régime globalement où on donne 90% de gras, de lipides, et le reste en glucides et en protéines. Donc c'est assez déséquilibré. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soit fait sous supervision médicale parce qu'il faut donner des vitamines, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qu'il faut contrôler. Et puis c'est compliqué de le maintenir sur du long cours parce qu'on n'a pas de vie sociale avec un régime cétogène. On ne peut pas aller au restaurant. Alors vous me direz en ce moment on ne peut pas y aller de toute façon, mais quand même. Pour les enfants c'est compliqué, pas de goûter, pas de goûter d'anniversaire, manger à la cantine c'est très compliqué. Enfin, voilà, donc c'est quand même réservé à des formes très sévères et souvent on le fait pendant 1 an, voire 2 ans. Alors il y a des maladies très rares du métabolisme comme les déficits en transporteurs du glucose où par contre c'est des régimes à vie du fait en fait de l'anomalie métabolique. D'accord. Et on a une petite question, alors je ne connais pas du coup, mais la question que je me pose, est-ce que pour le syndrome de Landau-Kleffner, le cannabidiol pourrait être recommandé? Alors, il n'y a pas… donc, le syndrome de Landau-Kleffner, en fait, c'est une forme dans le sommeil, énormément en fait d'anomalies épileptiques
ce qui fait que dans la journée, ça entraîne en fait une régression du langage. Donc, c'est le propre de l'enfant. Le cannabidiol n'a pas du tout été testé dans cette indication, les Epidiolex, il n'y a rien dans l'Endoclefner ou dans les POX. Pourquoi pas, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'indication qui nous autorise, nous, à prescrire le médicament. Donc, il faut à ce moment-là le considérer comme du hors AMM. En tout cas, on n'a pas d'études qui montrent que c'était testé dans cette indication et que ce soit efficace dans cette indication. Après, voilà, hein, je pense qu'on utilise pas hors indication les médicaments. Je vais essayer, on approche tout doucement vers la fin et on a vu beaucoup de choses et de toute façon, au cours de l'année, on refera d'autres webinaires parce qu'on en fait maintenant régulièrement. On a fait un peu le tournant numérique au niveau de l'association. En conclusion, quels sont les messages que vous pourriez délivrer aux patients en général, professeur Dupont, avec cette belle journée de mise en lumière de l'épilepsie? On a obtenu, je ne sais pas si vous avez vu, mais beaucoup d'illumination de mairies un peu partout, de grandes villes, et des soutiens d'artistes. Là, depuis ce matin, ça n'arrête pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner comme lumière pour tous ceux qui nous suivent? Et justement, de mettre l'épilepsie dans la lumière, de ne pas en avoir peur, de ne pas avoir peur d'en parler, de se tenir informé quand on est patient souffrant d'épilepsie ou parent d'enfants souffrant d'épilepsie, de bien se tenir informé. Et notamment, on n'en a pas parlé, mais il y a plein de programmes d'éducation thérapeutique très spécifiques à l'épilepsie qui existent. Et moi, je pense qu'on comprend bien sa maladie quand on est éduqué dessus, et ça aide aussi en fait à faire face à sa maladie, la comprendre et savoir de quoi il retourne. J'ai envie de dire, en tout cas aux patients souffrant d'épilepsie, soyez acteurs de votre maladie, la vivez pas passivement, et on est là pour vous aider à lutter. Voilà, et acteurs, ils l'ont été là pendant cette campagne qu'on a menée pour cette journée. Parce que beaucoup ont pris les courriers qu'on avait présentés aux mairies en main, sont allés le porter directement à leur maire ou à leurs élus à côté pour leur dire il faut nous aider, il faut sensibiliser aux épilepsies. Le 8 février, c'est la journée internationale. Je ne sais pas si vous avez pu avoir le temps, mais on a eu aussi des créations, dessins, montages photos qui étaient émouvants et touchants de plein de gens, que ce soit des enfants ou des adultes. Vraiment, on passe une belle journée. Je tenais à vous remercier au nom de tous les patients qui nous suivent et tous les administrateurs et les bénévoles de l'association Professeur Dupont d'avoir consacré 1 heure avec nous. Et puis, nous, on se retrouvera dans le cadre de toutes les instances dans lesquelles on partage les représentations diverses et variées. Et donc, au nom de tout le monde, je voulais vous remercier. Et merci Gilles aussi de m'avoir aidé pendant cette heure aussi. Pas de souci, avec plaisir. Merci à tous. Vous étiez 75, presque 80 au fil de 82 au plus haut. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt et merci encore professeur Dupont et merci. Merci Gilles, professeur. Merci Christophe, à bientôt. Au revoir. Au revoir.